Merci d'écouter Africa 7, 90.7 FM. Dans quelques instants, le journal. Merci de nous rester fidèles. Bon réveil matinal à toutes et à tous. Les titres de cette édition. Azer Power, le dossier doit être examiné ce mercredi par la Cour suprême. À la veille de cette audience, Thierno Alassane Sall, l'ancien ministre de l'Énergie et actuel député, estime que le dossier est dans le bon chemin. Il espère que justice sera faite. Il s'est dit même prêt à porter cette affaire à l'étranger, notamment en saisissant les tribunaux espagnols. Thierno Alassane Sall qui s'est également prononcé sur le sort des Sénégalais licenciés. Beaucoup sont licenciés par le régime Pastef, dit-il, pour installer d'autres militants Pastef. Il demande au gouvernement du Sénégal de respecter les promesses faites aux Sénégalais. Nous parlerons également de cette mesure prise par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Bamba Cissé, qui est en guerre contre le mauvais traitement infligé aux chevaux et autres équidés utilisés pour la traction, notamment ici à Dakar et dans d'autres régions du Sénégal. Le ministre de l'Intérieur invite les gouverneurs de région à une application rigoureuse des textes réglementaires encadrant l'usage de véhicules hippotractés ou hippomobiles ou à traction animale. Nous en parlerons dans ce journal. Nous parlons également des organisations, de l'organisation des JOJ avec le chef de l'État qui a présidé hier un conseil présidentiel sur la préparation des Jeux Olympiques de la jeunesse. Il faut redoubler d'efforts et surtout arriver à préparer et bien préparer ces Jeux Olympiques de la jeunesse. Le président de la République, vous l'entendrez dans ce journal. À suivre, la page des sports, la revue de la presse, ce sera en fin d'édition. Bienvenue à toutes et à tous. L'actualité avec l'affaire Azer. Thierno Alassane Sall ne lâche pas du lest. Le dossier doit être examiné ce mercredi par la Cour suprême. Et hier, veille de cette audience, le leader de la République des Valeurs, ancien ministre et député à l'Assemblée nationale, estime que le dossier est dans le bon chemin, en bonne voie. Il espère que justice sera rendue. Il se dit même prêt à porter le dossier au niveau international. Thierno Alassane Sall, je vous propose de l'écouter avec Khalifa Fall. Vous savez que j'ai porté plainte devant le pôle judiciaire financier qui a chargé la section de recherche de mener les enquêtes. Et je pense, pour une fois, je vois une enquête qui semble avoir démarré sous de bons auspices. J'ai été personnellement entendu, je ne vais pas m'étendre dessus. J'ai appris par la suite, à travers la presse, que d'autres ont été entendus. Et au rythme où vont les choses, il est clair que les prochains qui risquent de passer devant la section de recherche devraient être l'ancien et l'actuel directeur général de l'ASER, le directeur national des assurances, etc. C'est la poursuite logique des choses. Or, on apprend soudain un activisme tous azimuts de ces autorités administratives qui devraient se retrouver devant la section de recherche si les choses se passent normalement. Un activisme tous azimuts qui les conduit d'abord à vouloir coûte que coûte rencontrer les bailleurs espagnols. Dans l'optique certainement de faire accroire à la section de recherche qu'il y a des éléments nouveaux et que tout se passe bien pour le meilleur des mondes possibles. Cela nous rappelle des précédents dans le dossier, quand la première fois l'exécution du marché. En attendant que certains litiges qui liés à AE Power au Sénégal, en ce moment c'est AE Power à qui on demandait de suspendre et d'expliquer où est passé l'argent. On devrait s'attendre que ce soit AE Power qui ait besoin de continuer le marché et que Azer, dont on dit que AE Power est peut-être parti avec votre argent, faites attention, on ne sait pas où il a amené l'argent. En ce moment, Azer avait intérêt à y voir plus clair. Non, c'est Azer plutôt qui a intérêt à y voir plus clair, qui a intérêt à suspendre le marché, qui va devant la Cour suprême pour introduire un recours. Alassane Sall s'est également prononcé sur le sort de plusieurs Sénégalais licenciés dans l'administration. Il interpelle le gouvernement du Sénégal à respecter les promesses faites aux citoyens sénégalais. Ces propos ici avec Khalifa Babacar Sall. Les juges du Sénégal, ils sont là pour protéger les citoyens du Sénégal contre toutes les formes d'injustice. Aujourd'hui, les gens qui sont licenciés abusivement avec des CDI ne peuvent aller nulle part. Quand on les interroge, mais pourquoi vous ne portez pas les affaires devant les tribunaux? Ils disent c'est peine perdue. Peine perdue quand on a des CDI, des contrats à durée indéterminée en bonne et due forme. Et que pour des raisons plus que fallacieuses, des raisons qui sont en elles-mêmes des injures à la raison,
on licencie des gens en prétextant des motifs économiques pour remplacer aussitôt tous ceux qui ont été licenciés par de nouvelles recrues appartenant essentiellement à un clan. Quand dans ce pays-là, les citoyens ont tellement perdu confiance en la justice de leur pays qu'ils se résignent, des familles disloquées, moi j'en connais, j'en ai parlé avec beaucoup. Ça devient même difficile d'absorber toutes ces informations et tous ces chocs que les gens vous disent. De quelqu'un qui a toujours été au chômage, qui n'a jamais eu à avoir à gérer un appartement à payer, à pouvoir payer les frais d'inscription de ses enfants, à tenir sa vie normalement, quoi. Et par dizaines, par centaines, par milliers, on licencie ces gens au point où aujourd'hui, dans beaucoup d'entreprises, les gens n'osent plus afficher leur couleur politique de peur qu'on puisse les virer. Et puis, je vous le disais en titre... Mahamadou Bamba Cissé, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, en croisade contre les mauvais traitements infligés aux chevaux et autres équidés utilisés pour la traction animale, les hippomobiles entre autres, et calèches et autres que l'on voit un peu partout à Dakar et dans les autres régions du Sénégal. Le ministre de l'Intérieur a même, dans un arrêté, et inviter les gouverneurs de région à une application rigoureuse des textes réglementaires encadrant l'usage des véhicules à traction animale. Une façon de mettre fin aux abus trop souvent constatés dans nos routes et ruelles. Les détails avec Bainongo Fall. Les autorités sénégalaises veulent mettre fin au mauvais traitement infligé aux chevaux utilisés pour la traction animale. Dans une circulaire datée de ce mardi, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique appelle les gouverneurs de région à appliquer strictement la réglementation en vigueur. Le ministre dit avoir été interpellé à l'Assemblée nationale sur la question de la maltraitance et du traitement dégradant des équidés, notamment des chevaux attelés aux charrettes. Selon le document, de nombreux animaux sont soumis à des charges excessives, à des tâches pénibles et à des conditions de travail au-delà de leur capacité physique, causant souffrance et blessures. Ces pratiques constituent une violation des textes en vigueur, notamment des arrêtés réglementant l'identification des équidés et le transport par traction animale. La circulaire rappelle que les charrettes doivent être adaptées à la taille de l'animal afin d'éviter les plaies et les blessures. Elle souligne également que tout cheval utilisé doit être reconnu apte par les services de l'élevage avec délivrance d'un certificat d'aptitude. Au-delà de l'atteinte au bien-être animal, le ministre estime que ces abus ternissent l'image du Sénégal. Il exhorte ainsi les autorités administratives à renforcer les contrôles et à veiller au respect strict des dispositions réglementaires dans leur circonscription. Le ministre de l'Intérieur attache enfin un prix particulier à l'exécution immédiate de cette circulaire. Le cheval, un animal noble, et c'est un sujet qui a récemment fait débat. Justement, c'était lors du passage du ministre de l'Intérieur devant les députés à l'Assemblée nationale, lors du vote du budget de son département. La députée de la diaspora, Aïcha Touré, avait lancé devant le ministre de l'Intérieur un plaidoyer pour protéger le cheval et aussi l'âne de trait, qui restent les animaux les plus utilisés au Sénégal, que ce soit pour les déplacements ou dans les travaux champêtres ou pour porter quelquefois de trop lourds fardeaux. Aïcha Touré, qui avait justement interpellé le ministre sur le sujet, revient sur le pourquoi de cette interpellation. Elle est ici au micro de Birama Kamara. Vous savez que même les plantes, il y a des lois qui régissent les plantes et l'environnement d'une manière générale et toutes les composantes de l'environnement. On parle de nous hommes, mais on oublie souvent certains êtres vivants qui sont avec nous, qui nous accompagnent. Et vous savez qu'ayant vécu dans la diaspora, vous voyez, vous comprenez pourquoi ce qui m'anime aujourd'hui, c'est-à-dire de défendre ces êtres. On voit ici au Sénégal qu'en pleine ville et même dans la banlieue, on voit les charretiers. Vous avez les chevaux, soit c'est les ânes dans les régions. Mais il n'y a aucun respect de leurs droits. Ils sont maltraités. On le voit, il arrive même parfois qu'on voit une surcharge sur une charrette. Et pourtant, la réglementation dit que ça ne doit pas dépasser 750, si je ne me trompe, kilogrammes sur la charrette. Et même les ordures, je n'ai pas eu le temps de le dire, et même les ordures. Parce que autant les ordures, la saleté qui abrite des bactéries,
des microbes. Autant c'est mauvais pour l'homme, autant c'est mauvais pour ces animaux. Donc, et tout cela n'est pas respecté au Sénégal. Et j'ai été très surprise quand j'ai vu la loi, j'ai vu l'arrêté interministériel et qui a été même réactualisé en 2021 parce que ça date de 2016. En 2021, ça a été réactualisé. Mais pourquoi je ne vois pas sur la route les policiers qui arrêtent les voitures, qui mettent de l'ordre? Pourquoi leur attention n'est pas attirée par la même maltraitance que subissent ces animaux? Et pire encore, il y a l'encombrement au niveau de la circulation et des enfants qui conduisent. Déjà, à cet âge, les enfants ne devraient pas être là en train de conduire des charrettes. Ça, c'est une faute. Deuxième chose, c'est l'immaturité de ces enfants qui peut provoquer des accidents. Donc, il y a autant d'infractions autour de l'utilisation de ces animaux. C'est ça qui m'a poussé. Et d'ailleurs, même c'est un citoyen sénégalais qui m'a interpellé sur ça. Et je suis allé faire mes recherches pour renforcer parce que ce ne sont pas des lois votées qui manquent ou bien des arrêtés ou des décrets. C'est l'application qui pose problème. Et je pense qu'il suffit d'une application rigoureuse. Voilà donc concernant les chevaux et autres ânes et l'honorable député Aïcha Touré de la diaspora qui a interpellé le ministre de l'Intérieur qui a sorti une circulaire pour justement protéger ces animaux. En bref, les 12 nouveaux membres de l'OFNAC, l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption, nommés par le chef de l'État le 27 novembre dernier, prêteront serment le lundi 22 décembre 2025. La cérémonie se tiendra lors d'une audience solennelle devant la Cour d'appel de Dakar, marquant une étape décisive dans la mise en place du nouveau collège de l'institution. Le tribunal de grande instance de Diourbel a lui condamné plusieurs prévenus à une peine d'emprisonnement de 2 ans, dont 6 mois fermes, pour exercice illégal de la profession de pharmacien. Un verdict salué par l'Ordre national des pharmaciens du Sénégal. La peine requise est assortie d'une amende de 5 millions de francs CFA à payer par chacun d'entre eux. Et parlons de formation des jeunes. À Saint-Louis, l'UFR des sciences de la santé a formé beaucoup de jeunes étudiants dans plusieurs secteurs. Une occasion pour le docteur Adama Kane de demander à l'État du Sénégal d'ouvrir des hôpitaux pour affecter ces étudiants afin qu'ils parviennent à servir la nation. Le docteur Adama Kane, qui est le directeur donc de l'UFR des sciences de la santé à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Propos recueillis par notre correspondant Pape Louba. L'UFR des sciences de la santé existe depuis 2010. En 2019, nous avons eu nos premières promotions de médecins généralistes. Aujourd'hui, nous sommes en train de former des spécialistes en chirurgie. Par exemple, hier, il y a eu la première promotion de chirurgiens généraux qui ont été formés à l'UFR 2S. Nous sommes aussi en train de former des gynécologues, des masseurs, des masterants aussi dans certaines spécialités. Et donc, on commence à être un peu étroit par rapport à ce qui existe comme plateau technique médical. Donc on appelle l'État vraiment à nous aider à avoir un hôpital de niveau national. Donc ça permettra à toutes ces personnes formées-là de pouvoir exercer leur art et d'impacter dans la zone. Alors aujourd'hui nous avons eu pratiquement quand on regarde les différents grades du CAMES, professeur titulaire, professeur agrégé, et donc nous sommes à peu près à une trentaine de personnes qui ont été primées aujourd'hui. Et donc ça, c'est un processus qui a été possible parce qu'il y a une bonne qualité de l'encadrement. Et puis pour la plupart de les lauréats du CAMES de l'UFR. Et voilà, et nous parlons d'une cinquantaine d'acteurs issus de l'administration, de la classe politique, des forces de sécurité, de la société civile, ainsi que des jeunes et des femmes qui ont pris part à un atelier multi-acteurs sur la résilience démocratique et la prévention des conflits, organisé par l'ONG 3D, dirigé par Moundiaï Sissé, avec l'appui de la coopération allemande à travers le projet Civic. La rencontre a permis d'échanger sur les défis démocratiques, la participation citoyenne et l'inclusion politique des jeunes et des femmes dans un contexte marqué par des tensions. En Afrique, un message fort s'en dégage où un message fort a été donc livré. Renforcer la démocratie passe par l'engagement citoyen et l'action à la base. Nous retrouvons à Ziguinchor notre correspondant Moussa Ndao.
À Ziguinchor, autorités administratives, acteurs politiques, leaders religieux et coutumiers, forces de défense et de sécurité, acteurs de la société civile, jeunes et femmes, au nombre de 50, se sont retrouvés autour d'un atelier multi-acteurs consacré au renforcement de la résilience démocratique, à l'amélioration de la participation citoyenne, à la prévention des tensions et violences et à une inclusion politique des jeunes et des femmes. Une initiative portée par l'ONG 3D avec l'appui de la coopération allemande dans le cadre du projet civique dans un contexte politique marqué par des tensions. Pour l'ONG 3D, il s'agit avant tout de réfléchir aux fragilités de la démocratie et au moins de la renforcer à la base. Chartian Sissé, le directeur exécutif de l'ONG 3D. Notre 4e activité consiste à organiser un atelier multi-acteurs pour réfléchir sur les différents défis de notre démocratie aujourd'hui, notamment analyser les défis de la démocratie à travers les facteurs de vulnérabilité, mais aussi analyser sous l'angle également de notre résilience démocratique. C'est en ce sens que ces panels qui sont en train de se dérouler reviennent sur les enjeux liés à la gestion et au maintien des conflits issus des différentes actions que les acteurs de la société civile et les acteurs également des institutions mènent sur le terrain. Cette démocratie inclusive, elle se construit à partir de la base, à travers donc des fondamentaux. Il faut qu'il y ait le respect des institutions. Il faut également qu'il y ait le respect des droits humains, mais aussi l'engagement des communautés pour ensemble préserver les piliers de notre démocratie. Et il n'y a pas de paix sans une bonne démocratie. Au-delà des échanges, l'objectif de l'ONG 3D est clair, passer à l'action et toucher davantage de jeunes sur le terrain. Au sortir de ces panels-là, nous allons mettre en place un plan d'action qui consiste à démultiplier les différentes leçons apprises que nous avons initiées ici, mais aussi comment les mettre en œuvre pour enrôler davantage de jeunes en vue de les sensibiliser pour une meilleure prévention des conflits en rapport avec les forces de défense et de sécurité, mais aussi en rapport également avec les autorités ici présentes. Former, sensibiliser, dialoguer et impliquer les communautés. Autant de leviers mis en avant par l'ONG 3D pour consolider une démocratie inclusive et durable. À Ziguinchor, les acteurs engagés rappellent qu'il n'y a pas de paix sans démocratie, ni de démocratie sans engagement citoyen. Et puis, présente à cet atelier la présidente de la plateforme des femmes pour la paix en Casamance, Mme Ndeye Marie Thiam, a insisté sur la nécessité de sensibiliser et de former les jeunes et les femmes premières victimes des conflits afin d'en faire de véritables acteurs de paix, mais aussi de construction nationale. Elle souligne que seule une jeunesse bien formée, engagée et animée par l'amour de la patrie peut garantir une paix durable au Sénégal. Madame Thiam Ndeye Marie Diédhiou, présidente de la plateforme des femmes pour la paix en Casamance, elle est ici au micro de notre correspondant Moussa Ndao. C'était important de réunir, d'initier de telles rencontres, parce que nous savons que lorsqu'il y a conflit, lorsqu'il y a une guerre, ce sont les jeunes et les femmes qui subissent le lourd tribut de ce qui se passe. Ce sont ces personnes-là, ce sont ces cibles vulnérables qui souffrent le plus, qui sont le plus touchées dans leur vulnérabilité par rapport à un conflit. Donc il est bon de les sensibiliser. Ce que nous avons vécu ces dernières années nous ont montré que les jeunes, s'ils sont acteurs, ils sont également les victimes. Donc il est bon de les rencontrer, de les sensibiliser, de les former sur ces questions-là, afin qu'eux aussi, ils aient les moyens d'aller sensibiliser d'autres jeunes. Et on construit comme ça notre nation. Notre nation ne pourrait se construire que lorsque nous serions tous au même niveau d'information, au même niveau d'information, mais aussi au même niveau de l'amour pour notre patrie. Parce que former les uns et les autres, c'est ça qui nous amènera vers une paix. Parce qu'il s'agit d'abord de s'aimer, d'aimer l'autre et d'aimer son pays, le Sénégal. C'est magnifique cette rencontre d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons ici des jeunes qui sont de la société civile. Nous avons des jeunes également qui appartiennent à des partis politiques. Ce sont ces jeunes-là qui sont mis ensemble aujourd'hui pour parler des enjeux de paix et de sécurité. Et nous parlons de la Foire internationale de Dakar qui accueille un forum sciences consacré à la transformation territoriale et au développement inclusif. Chercheurs, acteurs publics et société civile échangent sur les pôles territoriaux et les réformes liées à l'agenda national de transformation. Le forum se tient
depuis le 16 décembre et va se clôturer demain 18 décembre 2025. Sierra Béatrice John. En marge des expositions et du folklore, la Foire internationale de Dakar FIDAK se positionne également comme un espace de réflexion scientifique et d'échange autour de questions d'intérêt général et réunit des experts et des chercheurs pour débattre notamment des pôles territoriaux dont la mise en œuvre demeure une nécessité, selon le directeur général du CICES, Justin Correa. Effectivement, quand on parle de la FIDAK, d'habitude, on oublie cet aspect scientifique-là. On fait beaucoup plus focus sur les expositions. Mais c'est bien qu'ils retiennent en marge des expositions du folklore. On réunit des scientifiques pour échanger autour des questions de l'heure. La question de l'heure, au moment où on parle de pôle territoire, il est bien qu'on se penche sur ces questions. On tire toutes les conclusions nécessaires et le plus important ici sera la mise en œuvre. Le développement territorial constitue en effet un axe essentiel de la mise en œuvre de l'agenda de transformation 2050. À ce titre, plusieurs réformes ont déjà été engagées, a souligné Dr Biram Oloba, directeur général du bureau opérationnel de coordination et de suivi des projets et programmes. Il y a des réformes d'ordre dans le cadre de la gouvernance, mais il y a aussi des réformes d'ordre législatif, etc. Donc pour les pôles territoriaux, il y a d'abord la partie gouvernance, mais vous savez, on a défini 8 pôles. Ce n'est pas seulement les régions, mais c'est des pôles. Par exemple, si on prend Tamba et Kédougou, il y a un potentiel minier extrêmement important. L'idée, c'est justement de faire en sorte que les investissements et les projets qui sont développés dans ces zones-là soient en cohérence par rapport à la potentialité de cette zone-là. Par contre, si on prend la zone Matam, il y a un potentiel d'exploitation des phosphates de Matam et de vocation agricole d'élevage. La thématique générale de la FIDAK porte sur la transformation territoriale et le développement inclusif. Dans cette dynamique, la société civile joue un rôle central pour garantir une inclusion effective des populations, comme l'a rappelé Eliman Alikan. Vous savez, la société a cet avantage d'être très proche des populations et sur l'ensemble des territoires. Et je pense que ces expériences sont importantes à partager pour effectivement éclairer davantage les politiques publiques. Le forum scientifique a réuni des chercheurs, des acteurs de la société civile, des représentants de structures publiques ainsi que des étudiants. Les travaux se déroulent du 16 au 18 décembre 2025, offrant un cadre de dialogue et de partage d'expériences en faveur d'un développement territorial durable et inclusif. Actualité internationale. L'actualité en frontière avec tout d'abord le Bénin. Après le putsch raté au Bénin début décembre, une trentaine de personnes arrêtées, majoritairement des militaires. Ils ont été écroués ce mardi, selon l'agence France Presse, de sources sécuritaires. Le 7 décembre, des mutins ont affirmé à la télévision nationale avoir destitué le président Patrice Talon. Le putsch a finalement été déjoué le même jour par l'armée béninoise qui a ensuite reçu l'appui du Nigeria voisin, mais aussi de la France. Plusieurs personnes sont mortes et des mutins, dont leur leader, le lieutenant-colonel Pascal Tigri, sont toujours en fuite. Et puis, Guinée-Bissau, Dinizia Reis Embalo, épouse de l'ancien président bissau-guinéen Umaru Sissoco Embalo, renforcé par un coup d'État militaire, comme il l'a défini en tout cas fin novembre, a été mise en examen, donc l'épouse de Embalo, ce mardi au Portugal dans le cadre d'une enquête sur des soupçons de contrebande et de blanchiment de capitaux. En fait, l'ex-première dame voyageait le week-end dernier à bord d'un jet privé dans lequel Tito Fernandez, le bras droit d'Embalo, se trouvait avec plusieurs mallettes avec des millions d'euros, 5 millions d'euros en espèces. 7h23, tout de suite, la page des sports. Sport sur Africa 7. Alamine Senghor, bienvenue, bonjour. Merci, bonjour à vous Birahim Touré, bonjour à Mohamed Touré, bonjour à toutes et à tous. Et nous démarrons avec le football. Oui, bien entendu, le football, la Coupe d'Afrique des Nations qui domine l'actualité sportive. Birahim Touré, les Lions poursuivent leur préparation à Diamniadio, au stade Maître Abdelwade, bien entendu. Le groupe est quasi complet, 24 Lions ont assisté au galop d'entraînement hier à huis clos. Ilaï Kamara forfait, Pape Tchaou rappelle Mahmoud Lamine Kamara de Berkane en renfort. Il a d'ailleurs déjà rejoint la tanière justement donc hier dans la soirée. Les Lions s'entraînent aujourd'hui, ce matin, à partir de 9h30 à huis clos. Puis ce soir, pour la cérémonie de la célébration ou de la réception du drapeau national qui leur sera remis par le chef de l'État, son Excellence
Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Puis demain jeudi aussi, les entraînements vont se poursuivre et il y a une séance de dire au revoir aux supporters sénégalais. Ce sera donc au niveau du stade Léopold Sédar Senghor de Dakar. Nous y reviendrons. Mais sachez que le staff des Lions s'est renforcé. Le préparateur physique Benjamin Gouy a rejoint la tanière et 2 masseurs sont aussi attendus. À 4 jours du coup d'envoi de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc 2025, le nouveau président de la Fédération sénégalaise, Abdoulaye Fall, prône la sérénité, la continuité, avec comme objectif commun remporter la Coupe d'Afrique au Sénégal. C'est ce que nous dit Barangiran. Jour du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, le nouveau président de la Fédération sénégalaise de football, Abdoulaye Fall, sort du silence. Pour ses premières prises de parole, le message est clair. Sérénité, continuité et ambition maîtrisée. Successeur d'Augustin Senghor, dont le mandat restera marqué par la première CAN remportée en 2021 et des qualifications historiques en Coupe du Monde, Abdoulaye Fall n'est pas un inconnu. Ancien directeur général de la FSF, de la Fédération sénégalaise de football, il connaît parfaitement la maison. Longtemps homme de l'ombre, il incarne aujourd'hui une transition assumée, sans rupture, avec une méthode, le pragmatisme. À l'approche de la CAN, prévue à partir du 21 décembre, le nouveau président refuse toute pression excessive. Pour lui, le Sénégal évolue depuis plusieurs années au plus haut niveau africain. L'objectif est donc de pérenniser ce statut de leader et non de le considérer comme un simple exploit ponctuel. Abdoulaye Fall insiste surtout sur un mot-clé, la sérénité. Créer un environnement calme, éloigné des polémiques afin de permettre aux joueurs et au staff technique de travailler dans les meilleures conditions. Il appelle également à un soutien populaire massif, rappelant que les Lions de la Teranga restent avant tout l'équipe du peuple. Cette sérénité, le président souhaite aussi l'offrir au sélectionneur Pape Thiaw sans fixer publiquement d'objectifs chiffrés. La fédération attend une campagne à la hauteur du statut du Sénégal. Performance, gestion du groupe et transition générationnelle seront au cœur de la mission du technicien. En toile de fond, Abdoulaye Fall affiche une vision à long terme, renforcer les championnats locaux, structurer la formation et professionnaliser l'ensemble du football sénégalais. Pas de révolution annoncée, mais une volonté claire de consolider un héritage gagnant. La CAN 2025 sera le premier grand test de cette philosophie fondée sur la stabilité, l'exigence et la confiance. Bien entendu, on attendra donc de voir le début de la Coupe d'Afrique des Nations qui, je rappelle, le coup d'envoi sera donné dimanche prochain. Le Sénégal va jouer donc son premier match exactement mardi prochain, le 23 face au Botswana. Edouard Mendy, pour parler donc de cette équipe nationale du Sénégal, a prolongé officiellement son contrat avec son club Al Ahly en Arabie Saoudite. Et pour les Jeux africains de la jeunesse, les Lioncelles du Sénégal en handball ou en beach handball vont donc jouer la finale ce soir, mercredi, à partir bien entendu donc de l'après-midi. Ce sera face au Kenyan. Résultat donc, nous allons vous les donner dans nos prochaines éditions. Et pour parler cette fois-ci des Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2026, à moins de 10 mois du coup d'envoi de ces Jeux, le président, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a réuni gouvernement et comité d'organisation pour faire le point sur les préparatifs. C'est donc hier que le chef de l'État a affiché son objectif, accélérer les chantiers et garantir une organisation exemplaire pour ce rendez-vous historique que l'Afrique va accueillir et que le Dakar va célébrer. Barangiran. À 10 mois des Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2026, le Sénégal entre dans la dernière ligne droite. Ce mardi, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a présidé un conseil présidentiel de haut niveau consacré exclusivement au suivi de l'organisation de ce rendez-vous historique, les premiers JOJ jamais organisés sur le continent africain. Autour du chef de l'État, le Premier ministre Ousmane Sonko, l'ensemble du gouvernement, les responsables administratifs et le comité d'organisation des Jeux, conduits par Mamadou Diagne Ndiaye, ont passé en revue l'état d'avancement des préparatifs. Infrastructures sportives, transport, hébergement, sécurité, financement et mobilisation nationale, tous les aspects ont été examinés avec minutie. L'objectif affiché est clair, accélérer le rythme. Le président de la République a insisté sur la nécessité de renforcer la coordination entre les différentes parties prenantes et de respecter les engagements pris avec le Comité international olympique. Pour Bassirou Diomaye Faye, il n'y a aucune place pour l'improvisation. Au-delà des chantiers, le président a réaffirmé l'importance symbolique des JOJ Dakar 2026. Pour le Sénégal, ces Jeux représentent bien plus qu'un événement sportif,
Ils sont une vitrine internationale, une opportunité de démontrer le savoir-faire du pays et porter haut les couleurs de l'Afrique. Prévue du 31 octobre au 13 novembre 2026, la compétition rassemblera des milliers de jeunes athlètes du monde entier. À 10 mois de l'échéance, le message venu du sommet de l'État est sans ambiguïté. Mobilisation générale, rigueur absolue et engagement total pour réussir Dakar 2026. Nous poursuivons cette fois-ci donc pour parler toute autre chose avec bien entendu donc la Coupe d'Afrique des Nations. Sachez que l'adversaire du Sénégal, la RDC, a déjà donc entamé sa préparation et a défait l'équipe de la Zambie en match amical donc hier. Et pour parler toujours de cette Coupe d'Afrique des Nations, Birahim Touré pour finir, sachez que le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang sera forfait pour ce début de la Coupe d'Afrique des Nations avec son pays. C'est en tout cas l'actualité qui fait. On peut bouger les Gabonais pour l'instant avec surtout leur attaquant en attendant donc certainement de retrouver au courant de cette compétition la CAN Maroc 2025. Birahim. Nous allons vous retenir encore pour cette fois-ci la une des quotidiens qui nous sont parvenus.